Les Alpes. Une chaîne de plus de 600 km de long qui s'étend en France de la Méditerranée au lac Léman. Du nord au sud, une vingtaine de sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Et un point culminant, le Mont Blanc. Notre voyage commence dans les Alpes du Nord, en Savoie. Au cœur des plus grands domaines skiables, un sanctuaire naturel, le parc national de la Vanoise. Ces hauts sommets sont le royaume d'une espèce qui a bien failli disparaître, le bouquetin. En 1963, la création du parc sauve cet animal emblématique. Aujourd'hui, c'est une reconquête. Les 2000 bouquetins de Vanoise servent à repeupler d'autres territoires des Alpes grâce au travail d'un homme et de son équipe. Alexandre Garnier est un amoureux des bouquetins. Il est garde-moniteur au parc de la Vanoise depuis 12 ans. Alors qu'il se destinait au métier de vétérinaire, il a tout quitté pour vivre dans ces montagnes. Ce que j'aime, c'est vraiment vivre cette montagne au jour le jour. Chaque jour, je vois quelque chose de différent, ne serait-ce que le temps, les lumières, voilà, et de voir les mêmes montagnes tout au long de l'année, et même des fois dans la même journée, ça change, c'est quelque chose que j'adore dans ce métier. En plus, travailler au contact de la faune, au contact du milieu naturel, et donc c'est vraiment ça, c'est cette envie d'être en montagne avant tout. Aujourd'hui, Alexandre se prépare à une opération exceptionnelle qui n'a lieu qu'une fois tous les 5 ans. Avec son équipe, il doit capturer plusieurs bouquetins pour les réintroduire dans un autre massif des Alpes. Bon, moi, si on a tout, parti. Garde-moniteurs et vétérinaires partent d'abord prélever des femelles. Elles sont particulièrement difficiles à attraper. Il faut monter à plus de 2500 mètres d'altitude pour les trouver. Après 2 heures de marche... On s'arrête là ou plus haut? Un peu plus haut, plus après là. Je pense qu'elles sont des pieds au-dessus. L'équipe est à 2 pas du troupeau. Vous les approchez d'assez près, c'est très impressionnant, c'est très gros, ils ont des grosses cornes. C'est une espèce particulière, quoi. Et je trouve qu'une espèce où il restait que quelques centaines d'individus dans toutes les Alpes, voilà, les avoir en main et participer à tout ça, c'est vraiment magique, quoi. Le bouquetin est un excellent grimpeur. Face au danger, il se réfugie sur des parois verticales. Pour ne pas effrayer les animaux, Thomas, qui doit les anesthésier, part seul faire son approche. Tout va dépendre de leur réaction quand il va approcher. Soit dans le meilleur des cas, elle reste assez calme et puis il peut faire une approche correcte. Soit ce qui risque de se passer, c'est qu'il va monter petit à petit, parce qu'elles vont monter petit à petit à une distance. Elles vont rester à distance de lui. Mais bon, je pense que ouais, pour l'instant, ça se présente pas trop mal. Thomas s'avance sur la pointe des pieds. Le troupeau est sur le qui-vive. Il doit endormir cette femelle. Au bout de quelques minutes, il tire. Crochet plutôt bas du ventre, enfin bas de la cage thoracique, je pense. Femelle assez grande corne. Tu noteras, Marie? Alexandre doit attendre que l'anesthésie fasse son effet pour intervenir. Elle a la flèche bas du poitrail, ouais. Elle paraît donner des signes de faiblesse. En s'endormant, le bouquetin a dévalé la pente jusque dans ses broussailles. On va la remonter.
Aussitôt, les gardes lui bandent les yeux pour le tranquilliser et chuchotent. Il dort en apparence, mais il est encore sensible. Du coup, c'est un facteur de stress énorme déjà, la capture. Mais alors là, si on fait du bruit autour, on va multiplier le stress et on augmente les risques. Attention, 1, 2, 3. On monte encore. Attention. Marie, la vétérinaire, prend le temps de procéder à un examen complet. Car seuls les bouquetins en bonne santé peuvent faire le voyage. Tu mettras ça dans mon sac. L'animal est ensuite bagué et muni d'un collier émetteur. Ah, c'est bon, tu peux le remettre. Ouais, repose-lui la tête, Jérôme, si tu veux. Pour Marie, manipuler cet animal est un privilège. C'est extrêmement rare sur de tels animaux d'avoir l'animal en main. Donc on essaie de l'exploiter au maximum. Il est emblématique. D'abord, c'est une belle bête. Puis n'importe qui l'a vu s'en aller dans des rochers. Il vit dans un milieu qui est hors de notre portée, dans des conditions hivernales qui sont incroyables. Et, voilà, pour moi, c'est une bête hors norme. Attends. Cette femelle pèse 30 kilos. Fais super gaffe. Tu traverses bien là, tu fais bien, tu descends pas droit. Débute alors une descente à haut risque sur ces pentes abruptes. Dans quelques heures, ce bouquetin va quitter les montagnes de Vanoise. Mais l'opération n'est pas terminée. Alexandre et une autre partie de son équipe repartent en montagne pour capturer un mâle. Beaucoup moins sauvages que les femelles, ils se sont regroupés plus bas dans la vallée. La cible de ce tireur, c'est cet animal d'environ 70 kilos. Ces opérations de réintroduction ont débuté il y a une trentaine d'années. Grâce à elles, les bouquetins sont présents aujourd'hui dans presque toutes les Alpes françaises. Le mâle rejoint la femelle dans cette bétaillère. Les animaux vont voyager toute la nuit pour aller jusqu'en Chartreuse, à 100 km d'ici. Ils quittent la haute montagne et le parc de la Vanoise. Un paysage spectaculaire avec ses alpages et sa centaine de sommets culminant à plus de 3000 mètres d'altitude. Direction l'ouest des Alpes. Bientôt, les bouquetins vont devoir s'adapter à un tout autre environnement. Il est 6 heures du matin. Nous voici dans le parc régional de Chartreuse, entre Chambéry et Grenoble. C'est une zone de moyenne montagne, avec ses épaisses forêts et ses grandes roches calcaires. Au pied de ce massif, toute l'équipe est prête. Elles sont comment, t'as regardé? C'est l'heure du relâcher. Écoutez-moi, on ne la pose pas. On la pose pas. À peine réveillés, les animaux sont particulièrement sensibles au stress. Et Alexandre doit prendre toutes les précautions. On va enlever le masque. On la laissez pas sur ses pattes. Ne la posez pas sur ses pattes. Patrick, enlève le masque. Là, c'est bon. On la baisse sans la poser. Sans la poser. Tu lèves pas la tête tant que je te le dis pas. D'accord. Attends, Patrick. Vous gardez le masque sur les yeux. Là, il faut surtout pas qu'elle parte avec le masque. Puis c'est bon. Là. Reculez-vous tous. Deux, lâche les cornes. Lâche les cornes. C'est quand même relativement émouvant de voir les animaux partir là.
Bon, mais maintenant, il reste plus qu'à lâcher le mal. Je vais choper les cornes, tu te couches sur lui. Tu mets tout ton poids sur lui, après on avise. Le plus difficile reste à faire, car le mâle est beaucoup plus puissant. Stop, attends, doucement, Paul. Ses cornes sont redoutables. Un de chaque côté, c'est mieux. C'est bon ou pas pour vous? Ouais. Vous êtes grave. Attends, c'est pas grave, je vais descendre. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ça va. Pareil, même chemin, vous suivez. Allez, c'est bon. On se pose un peu. Sur le genou. Ouais, voilà, sur le genou, nickel. Quand tu fais gaffe. Attends. Non, mais tiens-le, il va l'enlever le masque. Tiens. Attends, il a plus. Je tiens le masque. Attention. 1, 2, 3. Lâchez tout. Pour Alexandre, l'opération est un succès. Quand j'étais gamin, je venais me promener ici et il n'y avait pas de bouquetins. Je venais souvent me balader en Chartreuse. Après, je suis tombé un petit peu amoureux des bouquetins et puis maintenant, voilà, enfin, je participe au fait qu'il y ait des nouveaux de cette espèce ici, donc c'est super émouvant. C'est exceptionnel, il faut imaginer une espèce qui est plus dans ce massif depuis des centaines d'années. Et là, on réintroduit une espèce, donc déjà c'est quelque chose de rare, quoi. Dans la préservation de la nature, en général, on essaye quand même de garder les espèces présentes, mais c'est assez rare qu'on ait l'occasion de remettre une espèce qui avait disparu. Il n'y avait plus de bouquetins dans le massif de la Chartreuse depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, une trentaine de ces animaux vivent à nouveau dans ces montagnes. Le massif du Mont Blanc s'étend entre la Haute-Savoie, la vallée d'Aoste en Italie et le Valais en Suisse. Depuis toujours, les Alpes sont une terre de conquête et d'aventure qui fascine les hommes. Nous sommes à plus de 3500 mètres d'altitude, au pays des neiges éternelles. Ces paysages de roches et de glace recèlent des joyaux que convoitent ces deux chasseurs de trésors. Au cœur de ces parois, ils sont à la recherche de cristaux de roche. T'es bienvenue sur les arêtes. Ah ouais, non, c'est les conditions idéales, là. Hein. Ouais. Jean-Franck appartient à la compagnie des guides de Chamonix. Mais aujourd'hui, avec son fils Jonathan, il s'aventure hors des sentiers battus. Personne ne sait qu'il y a vraiment des cristaux. Ils n'y pensent pas. On est en dehors des voies normales. Les voies normales, vous verrez, ça prend un couloir beaucoup plus à droite, où tout le monde passe. Mais les gens passent finalement à 100, 200, souvent à 500 mètres des cristaux sans le savoir. Dans ce massif, on recherche pourtant des cristaux depuis plus de 200 ans. Au XVIIIe siècle, le commerce de ces pierres est florissant. Pour sortir de la misère, les montagnards deviennent cristalliers. L'histoire de l'alpinisme repose de fait un peu sur cette activité de cristallier. Les premiers montagnards allaient vraiment en montagne, allaient sur les glaciers, allaient un peu loin, et il fallait qu'ils soient poussés par quelque chose. Hein. À l'époque, la vie était très dure, c'était des paysans, et ils avaient autre chose à faire en plein été que d'aller gambader dans les montagnes pour le plaisir. Donc c'était l'appât de recherche de trésors qui pouvait les amener à aller plus au-delà dans la montagne. Ah, ça bouge. Aujourd'hui, Jean-Franck et Jonathan marchent dans les pas de leurs ancêtres par goût de l'aventure. Ça marche? Ça passe bien? Ouais, ça passe pas mal. Il y a des bonnes prises. Fais attention aux cailloux, hein, ça n'a pas l'air très solide quand même. Ouais. On est les premiers à grimper là, dans ces rochers sûrement. C'est un rocher très friable hein, quand même, très feuilleté, des grosses fissures.
donc qui demande beaucoup de vigilance. Enfin, ça demande beaucoup de prudence et beaucoup de métier pour évoluer dans ce genre de terrain. Allez, lâchez! Ok, parti! Pas très loin du sommet, ils débutent leur chasse au trésor. Les cristaux sont cachés dans des trous que l'on appelle des fours. Les deux cristalliers arpentent la paroi en rappel pour visiter toutes les cavités. Ah, et donc c'est toute une belle zone de fours à cristaux favorables. Toutes ces marques jaunes autour du trou, là, ça veut dire que la roche a été sucée du quartz pour former les cristaux, former la veine de quartz. Donc c'est des indices très favorables. Alors le même trou peut être avec de très belles pointes et de très belles choses à l'intérieur, le même genre. Hein. On dirait qu'il y a un gros trou sur la gauche, là, je vais traverser. Ah bah là, on y est, hein. À l'intérieur, quelques quartz à fleurs de roc. Le Mont Blanc est un site classé. Les cristalliers ont édicté des règles. Pour extraire ces roches, seuls burins et marteaux sont autorisés. C'est génial, ça vient tout seul. Il faut faire très attention de ne pas mettre un coup de marteau ou un coup de burin sur la pointe du cristal, là, sur cette partie-là. C'est parti, là. Voilà, parce que c'est quand même la plus belle partie du cristal, c'est sa pointe, quoi. Ces pointes magnifiques avec les arêtes parfaites. Il faut bien faire attention de ne pas abîmer les cristaux. Quelques instants plus tard, Jean-Franck rejoint son fils. Regarde la belle pointe. Waouh! Ah bah disons, c'est une des belles pointes. Magnifique, très belle qualité. Hein. Ce sont des quartz comme celui-ci que les montagnards recueillent au XVIIIe siècle. Ces cristaux, ils les utilisaient pas pour le cristal de roche comme aujourd'hui, pour la collection et pour la beauté de montrer des spécimens de l'histoire géologique de la Terre, etc. Mais c'était essentiellement pour sa matière. Donc on se moquait un peu des ébréchures, des choses comme ça. De toute façon, on allait le casser et on allait tailler des vases, tailler des lustres. On a des exemples dans les différents musées, surtout vers Milan, puisqu'on était piémontais, nous, hein, on était rattachés plus à Turin, Milan, plus côté italien, la Savoie à cette époque-là. On connaît des lustres qui sont faits de quartz fumé, on connaît des bijoux de quartz fumé, et qui viennent sans doute de la région d'ici, du Chamonix. Jean-Franck relaie son fils pour explorer à son tour l'intérieur du four. À quoi ça ressemble alors? Ah, tu vois, ça bouge là. C'est dur, hein, on est à 3500 mètres d'altitude et taper, c'est quand même compliqué. C'est vite épuisant et vite essoufflant quand même. Aujourd'hui, ces chasseurs de trésors sont des collectionneurs. Pas mal. On voit un quartz fantôme à l'intérieur. Ils consacrent tout leur temps libre à leur passion. On en rêve la nuit, on en rêve pendant l'hiver, on en rêve toute l'année. Sans te dire que les jours d'été sont précieux, les jours d'été de beau temps, et on serait très très malheureux de rater de belles journées de beau temps comme ça. Surtout que bon, quand même, avec pas mal d'habitude, on rentre rarement bredouille, quoi. Hop! Oh, ça fait une vingtaine de kilos. Ça reste raisonnable. Jean-Franck et Jonathan redescendent leur trouvaille à dos d'homme. Pour ces aventuriers, cette quête est infinie. Ce massif est l'un des plus riches au monde et des milliers de trésors sont encore à découvrir. De retour dans la vallée, c'est l'heure de vérité. C'est parfait, il n'y a rien dessus. Hein. Ça sort directement de la montagne, un coup d'eau et ça y est, quoi, ils sont absolument limpides. Là, ils vont sécher, ils vont rester de la même qualité, absolument brillants et transparents. Donc c'est vraiment un endroit avec une belle qualité de quartz. Celui-là, il est vraiment beau. Hein.
C'est une pureté, hein, exceptionnelle. Dans la famille de Jean-Franck, on répète ces gestes depuis 5 générations. Il y a toujours eu des cristaux à la maison. Donc je me souviens de mon père en train de faire les mêmes gestes, et même mon grand-père quand ils allaient ensemble. Mon père était guide, mon grand-père aussi. La passion de la montagne m'est venue aussi par eux. Et puis très vite, comme ils avaient cette passion des cristaux, ils m'ont emmené aussi chercher des cristaux, comme j'ai eu l'occasion de le faire ensuite avec Jonathan. Et voilà, donc ça se transmet de famille en famille. Alors ça, c'est une des plus belles pièces qu'on ait trouvées dans le massif du Mont-Blanc. Ça vient d'Aiguille de Talèfre, pas très haut en altitude, dans une cavité qui n'était pas très différente de celle qu'on a trouvée aujourd'hui, même plus facile d'accès. Et c'est vraiment un rêve de tous les cristalliers de ramener des choses aussi importantes, aussi spectaculaires et d'aussi belle qualité, puisque les pointes sont intactes aussi, légèrement chloritées, mais une pureté du cristal et surtout une densité, une grosseur tout à fait exceptionnelle. Ces pièces trouvées dans le massif du Mont-Blanc font l'objet de ventes régulières. À Chamonix, 2 fois par an, un étonnant marché aux cristaux réunit des collectionneurs passionnés du monde entier et des cristalliers de toutes les Alpes. Jean-Franck est au rendez-vous. Il a quelques pièces rarissimes à proposer, comme cette fluorine rose. Donc c'est ce cristal plutôt rouge là, du massif du Mont-Blanc. Donc ça vaut relativement cher, puisque sur la planète entière, on trouve ça à Chamonix, en Suisse centrale, un peu au Pakistan, un peu au Pérou. Les plus beaux spécimens viennent de Chamonix toutes ces dernières années. Donc ça, c'est déjà un gros cristal hein, qui fait 4 cm d'arête, qui est posé, qui n'est pas très transparent, mais qui est sur une jolie gangue, sur un joli support. C'est une pièce que j'ai mis à 700 €. Depuis une 50aine d'années, les cristaux sont devenus des objets de collection dont les prix sont fixés selon la loi de l'offre et de la demande. Je dirais que les prix sont à 30 ou 40% près, en plus ou en moins. C'est pas la tête du client, mais des fois un petit peu. S'il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas vraiment de quoi se payer un cristal, mais qu'on est très amoureux, ou bon, on peut lui faire un prix. Tout se discute un peu quand même en minéralogie. Jean-Franck a 2 jours pour vendre ses trouvailles. Une parenthèse dans son activité de guide. Dans quelques semaines, nous l'accompagnerons à l'assaut des montagnes pour conduire des passionnés sur le toit de l'Europe. Mais avant cela, nous quittons Chamonix et le massif du Mont-Blanc pour retourner dans le parc national de la Vanoise, à une centaine de kilomètres plus au sud. Ici, des éleveurs préservent leurs traditions et maintiennent ainsi la vie sur ces sommets. Nous sommes au début du mois de juin. Les producteurs de fromage de Beaufort s'apprêtent à vivre un moment exceptionnel de l'année. Dans la forêt, ces vaches s'impatientent, car dans quelques heures, elles vont prendre de la hauteur. Un peu plus bas, dans ce chalet, on s'affaire. Voilà, on y va. Alexandre, le garde-moniteur du parc, est venu prêter main forte à Pierre pour son grand déménagement annuel. On va la mettre sur le champ maintenant, sur le champ pour pas que ça la cabosse. Hein. On la laisser comme ça sur le champ pour la rouler. Il vide son atelier de fabrication. Fais juste gaffe avec tes mains, ça va te noircir un peu. Ce chaudron est une pièce maîtresse pour l'élaboration du fromage. Et après, on la bascule direction camion. Voilà. Comme ça, non. Comme ça, là? Attends, on va la basculer carrément debout, vers vous. Vous la laissez aller? Ouais. Ça, bascule. Ah, ça arrive à faire 150 kilos, ça. Et on la remet sur le champ pour la rouler devant. Fais gaffe à toi, Alex. Hein. Avec la puissance des hommes, là. Voilà. C'est assez lourd et en fait, on pourrait en avoir un peu dans tous les chalets, mais on est habitué à fabriquer dans celle-là, donc on veut pas perdre la main. Donc ça, c'est des cuves qui ont peut-être pas loin d'une centaine d'années maintenant. Ces Beaufort, fabriqués le matin même, sont aussi du voyage pour achever leur affinage.
Pierre et son équipe vont quitter la vallée pour aller vivre à plus de 2000 mètres d'altitude jusqu'au mois d'octobre. C'est le départ dans les alpages qu'on appelle ici long montagnier. C'est une chance de le vivre de l'intérieur quand on est garde et qu'on observe un petit peu plus de l'extérieur les alpagistes. Alors, on boit souvent un coup avec eux, on discute souvent avec eux, mais là j'ai la chance aujourd'hui de faire toute cette montagnie et de voir vraiment toutes les étapes, qu'est-ce qu'il faut charger, comment ça se passe, le fait de charger par exemple les fromages là, qui ont été fabriqués ce matin, de les monter, voilà, tout ça c'est des choses que j'avais jamais vécues par moi-même, quoi. C'est parti pour plus de 3 mois au cœur des cimes. Tracteurs, machines à traire et bétail suivent le mouvement. Pierre et ses bergers entament une nouvelle vie, loin du monde. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Donc pour les vaches et pour les gens, d'ailleurs, on est tous un petit peu excités. Et ça, c'est la montée en alpage. Et quand on redescend, eh ben, ça fait la même chose au mois d'octobre. Hein. Elles sentent aussi qu'il faut redescendre. Donc là, vous voyez, il n'y a pas besoin de les pousser pour qu'elles montent. Hein. Tout se passe bien. Pierre fait figure d'exception. Ils ne sont plus qu'une poignée de passionnés à fabriquer le Beaufort en alpage. C'est génial de voir qu'il y a encore des jeunes qui continuent à monter comme ça 200 vaches. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est assez magique. Et puis, ils vont vivre là-haut. Nous, on vit là toute l'année. Et de voir qu'il y a encore des gens qui vivent là, c'est vraiment super, quoi. Ces vaches vont passer tout l'été entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. On commence à voir les glaciers et tout ça, et ça c'est vraiment les montagnes ici. Pour moi, les montagnes ici, sans toutes ces cloches, ces sonnailles, c'est pas les montagnes de Vanoise. Ces bêtes façonnent aussi le paysage. Pendant la saison d'alpage, elles montent par paliers vers les sommets à la recherche d'herbes fraîches. Sans Pierre et son troupeau, ces prairies finiraient par disparaître. On voit bien les différences de verre. Donc du pâturage qui a été regagné là, en défrichant et surtout après en entretenant le paysage avec les vaches. Et si on regarde en arrière-plan, là, un petit peu plus haut, là, on voit beaucoup des arcos, c'est-à-dire l'aulne vert, qui a regagné du terrain, mais là on a même des arbres. Hein. Sans alpagiste, en fait, le paysage se referme et on a ce genre de paysage. On n'a plus du tout cette belle herbe, voilà, et donc toutes les fleurs qui vont avec, quoi. En Savoie, la plupart des alpages ont été créés par les moines. Dès le XIe siècle, ils réalisent un travail colossal en débroussaillant ces sommets. 10 siècles plus tard, Pierre poursuit leur tâche. En vivant tout l'été dans ces chalets d'alpage, il entretient ce patrimoine familial. Nous sommes arrivés à 2100 mètres d'altitude. Les précieux fromages sont réinstallés sous des presses. Ces meules sont des trésors qu'il faut choyer. Ah, c'est bon. Ils ont déjà beaucoup attendu dans le camion. Alors ceux du matin, surtout, il faut qu'ils soient pressés rapidement parce qu'il faut quand même... C'est quand même une pâte qui est fragile, donc il faut quand même... les 24 premières heures, il faut faire attention. Pierre travaille avec Jean, son père. À 67 ans, il entame sa 60e saison dans les alpages. Moi, je viens ici depuis l'âge de 5 ans et demi. C'est un vieux chalet qu'on venait... Maman, elle venait là déjà. On a une ardoise qu'elle était bergère en 1918. La vie dans les alpages est une perpétuelle course contre la montre.
Pendant que les uns poursuivent l'affinage des fromages, le reste de l'équipe commence à traire le troupeau. Car ici, on fait du fromage 2 fois par jour. La particularité du Beaufort d'alpage, c'est justement d'être préparé avec le lait encore chaud de la traite. Les chaudrons en cuivre ont été réinstallés, l'élaboration des premiers fromages peut commencer. Des produits haut de gamme, fabriqués de façon traditionnelle. Là, ça va bientôt être bon. Là, on a près de regarder si le fromage est fait pour pouvoir le sortir. Donc, quand il commence à céder et qu'il graine, c'est qu'il va être au bon moment pour le sortir. On dit qu'il est fait. Celui-là, il tente ses airs, ça va soir. Produire des meules de 40 kg est une véritable prouesse. Allez, c'est parti. Avec des gestes ancestraux, Pierre et Jean s'apprêtent à lever le fromage dans cette toile de lin. Là, c'est encore à 52-53 degrés. Donc, ça épile. Jean continue de transmettre les secrets de fabrication. Attention de ne pas faire des nœuds. Voilà. C'est la pédagogie par la démonstration. J'ai regardé et puis tu vas avoir des nœuds. j'ai appris et je continue toujours à apprendre encore. J'apprends encore, moi. Ce savoir-faire est exigeant. Les alpagistes mettent des années à le maîtriser et à le transmettre. C'est bon. Pierre fabrique du Beaufort avec son père depuis 26 ans. En Savoie, ils font partie des derniers à le produire en famille dans les alpages. Voilà. Il y a eu un été où mon papa s'est fait mal. Il ne pouvait pas fabriquer. C'est le seul été où j'avais des insomnies, où je ne dormais pas la nuit, par exemple. J'ai énormément de chance d'avoir mon papa qui est un pilier important pour la passation et aussi pour assurer quand je fais autre chose, quoi. Pour moi, c'est une grosse chance. Ouais. Mais moi, de pouvoir travailler avec mon père et de pouvoir m'entendre comme je m'entends avec mon père, il y a parfois un petit peu de l'orage, mais c'est quand même souvent le ciel bleu, quoi. Et la relève, la voici. Clément, 12 ans, le fils aîné de Pierre. Il aide son père depuis qu'il est tout petit. L'alpage fait partie de sa vie. Non mais toi, ce soir, il faudra bien fermer la porte parce que... C'est froid quand même. Des moments forts comme l'an montagnier vécu en famille le touchent profondément. C'est une fête traditionnelle, on va dire, qui me plaît beaucoup. Et que moi, je pense que j'aimerais pas la louper. Si un jour on y aurait un problème, ça me décevrait de la louper. Si on veut vivre pleinement son activité agricole, qu'est-ce que c'est beau et magnifique de pouvoir la vivre avec son père et son grand-père, comme je l'ai fait moi, comme il le fera lui, et de se dire que derrière, qu'on n'a rien loupé, quoi. Moi, mon grand-père, il est parti, il avait 82 ans, il est venu jusqu'à sa 82e année en alpage, et j'ai tout vécu. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ça m'encourage de voir mon papy qui travaille encore, là, qui se fait du mal pour améliorer la montagne. Je vais essayer de reprendre la ferme et d'essayer de faire ce que mon papy et mon père ont fait et les ancêtres avant. Elle croyait. C'est bien, mais tu y arriveras, tu verras. Ça va faire. « 21h, l'heure du dîner. Alors que Clément est reparti au village, les alpagistes se retrouvent autour de la table pour le premier soir. Que la viande en plus. Voilà, ça attire les yeux. Allez mes enfants, je vais vous couper un peu ça. Ah, il y a le couteau qui coupe, papy, regarde. Ils vont vivre ces 100 jours entre hommes, loin de leur foyer. C'est excellent. Voilà, ben c'est reparti pour un tour. Un tour de cadran. 24 heures sur 24, c'est pas toujours facile. La différence, c'est vrai, c'est que le soir, on n'est plus dans sa famille, on est dans une autre famille, quoi. C'est vrai que c'est dur quand vous avez les enfants en bas âge. C'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Si tu n'avais pas la passion de la montagne, de bien s'en vendre, ça serait long, quoi. Ah bah oui. Mais là, c'est jamais pareil. Les montagnes, ça change tout le temps.
Donne une os à Bruno. Pas de l'air. Nous, on est contents d'être tous ensemble, moi, je pense. Une bonne équipe, on s'entend bien. Il y a de l'excitation quand même. Ouais, si. Il y a quelque chose qui palpite. C'est quand même quelque chose. C'est excitant. Après, il y a le quotidien qui prend le dessus, la fatigue. On vit autrement, mais tout doucement. Les premières semaines, c'est quand même excitant. On est des enfants, quoi. Sinon, on serait pas là. Non, mais si. Non, mais honnêtement, aujourd'hui, le métier, vous allez bien. Heures le lendemain matin. Il pleut dans les alpages et les bergers rassemblent les bêtes pour la traite. Pierre et son équipe vont mettre 2 heures pour traire les 200 vaches du troupeau. Un véritable exploit réalisé grâce à cette machine de traite transportable. Un équipement ultra moderne, pourtant la tradition n'est jamais très loin. L'astuce des alpagistes, en fait, c'est que pour s'asseoir, eh ben, on peut pas prendre une chaise de salon avec nous. Donc on s'est fait nous-mêmes notre chaise. Donc on appelle ça un botte à cul. Donc c'est une chaise à une patte sur laquelle on peut s'asseoir attachée avec une lanière de cuir. Et comme ça, on peut se déplacer d'une vache à l'autre facilement. Donc ça, on l'avait déjà quand on faisait la traite à la main pour aller d'une vache à l'autre. Donc avec la treilleuse, on a continué à garder un petit peu ce principe qui est ingénieux. Hé, Madille, viens, Bélan, viens. Oui, viens. Là, vous voyez ce bruit des cloches, là, au milieu de la nuit, au milieu de la forêt, là, on est monté hier. Ben, c'est une vie qui est passionnante. Là, il y a le lever du jour qui arrive, on voit le sommet des montagnes. Et puis, ben, on est avec nos vaches, on est contents. Après la traite, les bergers délimitent un nouvel espace de pâture pour les bêtes. Tout au long de l'été, ils déplaceront ces parcs jusqu'au sommet. Peu à peu, la vie en altitude s'organise et la fabrication des fromages s'enchaîne. Jean et Bruno en produisent 8 par jour. Une fois terminé, le Beaufort passe des mois en cave pour y être affiné. Pourtant, il y a 50 ans, ce produit ancestral a bien failli disparaître. Les alpagistes ont alors décidé d'en faire un produit d'exception et ont créé un label de qualité pour protéger leur savoir-faire. Le patrimoine, il a vraiment été sauvegardé dans les années 60. Et aujourd'hui, on a pour mission de continuer à l'améliorer et surtout de le maintenir. Parce qu'en fait, c'est tout un tissu du monde rural qui est accroché à ce produit. La fabrication des fromages va rythmer la vie de Pierre et de son équipe jusqu'à la fin de la saison d'alpage. Dans quelques mois, nous les accompagnerons pour leur retour au village.
Un peu plus bas dans la vallée, nous allons retrouver Alexandre, le garde-moniteur du parc national de la Vanoise, pour découvrir un animal emblématique des Alpes. En haut de cette paroi, il va veiller sur une espèce rarissime. Il est accompagné d'un moniteur de ski devenu photographe et d'un cinéaste animalier. Ensemble, ils se préparent à une rencontre au sommet. Ça y est, on va arriver sur la vire. Tu veux faire, tu veux t'arrêter là? Ouais, là je pense que c'est super. On va se poser là. Bon, on peut rester attaché, hein, c'est bien. Ils viennent observer un géant désert, le gypaète barbu. Pour ne pas manquer le rendez-vous, ils se sont placés sur sa trajectoire de vol. Ils devraient arriver du fond de cette vallée. Le gypaète, c'est un oiseau qu'on observe vraiment très souvent. Il a quand même la particularité de venir souvent nous voir. C'est super sympa, nous qui sommes souvent en montagne, c'est qu'on l'a juste au-dessus de nous. Et on l'a parfois juste au-dessus. Et là, alors, ce qui est sympa d'être ici, comme on est déjà dans la falaise, là, c'est qu'on va pouvoir le voir de très près, voire le voir en dessous. Et c'est assez magique aussi de le voir passer à notre hauteur, quoi, de très près comme ça. Ah, ça y est, c'est parti. De l'air là, non? Ouais, je pense, ouais. Ou d'une vire à côté parce qu'il est déjà un peu haut. Ouais. Le gypaète joue un rôle essentiel dans l'écosystème. Ce grand vautour de 3 mètres d'envergure nettoie les alpages en se nourrissant des restes de bouquetins et de chamois. Il avait été exterminé au XIXe siècle. Il a été réintroduit dans les Alpes dans les années 80. Il n'y a que 3 couples en Vanoise. Ce qui est magnifique, c'est que c'est un planeur, en fait. Il peut vraiment jouer avec les ascendances et nous passer de vraiment très près sans donner un coup d'aile. C'est vraiment une émotion. C'est très particulier, c'est pas un oiseau commun. Et puis, il est imposant. Et quand il passe tout près, c'est vraiment c'est un beau spectacle. Ouais. Mais cet oiseau de légende est menacé, car le gypaète barbu niche à 2 pas de ce téléphérique géant. Il relie la station de la Plagne aux Arcs et transporte jusqu'à 200 000 skieurs par jour. Nous sommes au cœur de l'un des plus grands domaines skiables d'Europe. Ici, en moins de 50 ans, la fièvre de l'or blanc a transformé le paysage. La pression immobilière étant toujours plus forte, les activités humaines ne cessent de gagner du terrain sur les espaces naturels. Pour protéger cet oiseau, les gardes ont décidé de le montrer au public. Dans cette vallée, ils donnent chaque année rendez-vous aux habitants pour venir assister à un spectacle extraordinaire. Les derniers moments du jeune gypaète au nid avant son envol. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous regarde. Tu crois qu'il nous regarde? Ouais, il est face à nous, ouais, exact, ouais. Le gypaète, c'est quand même un oiseau qui a été exterminé par l'homme, hein. Donc surtout sur des bases de croyances en général complètement fausses, puisque c'est un charognard, mais bon, les gens imaginaient qu'ils enlevaient les petits-enfants, etc. Donc on passe complètement bon, il y a quand même plusieurs générations, mais d'un oiseau, on va dire, complètement détesté, qui fait peur, à un oiseau admiré et que les gens ont envie de voir. Et les gens sont aussi fiers ici de dire, à Pézé-n'en-Croix, il y a un couple de gypaètes. Au fil des observations, ces habitants sont devenus des ambassadeurs, capables de décrypter le comportement de l'oiseau. Ah, vous regardez bien, il écarte les ailes. Il est dans une période, de toute façon, il va commencer à faire un petit peu de muscu, il a intérêt, hein, avant le décollage. Hein. Il est obligé de se préparer quand même à l'envol, hein, qui ne devrait pas tarder, là, d'ici 15 jours, 3 semaines au plus. Hein. Encore, ah, ça y est, regardez, voilà, un peu de musculation, là.
Pour protéger ces espèces-là, il faut que ça se fasse beaucoup autour de la discussion, quoi. Donc c'est aussi pour ça que c'est important qu'il y ait des gens qui se l'approprient. On n'arrivera pas à travailler uniquement avec du réglementaire. Il faut aussi que les gens aient vraiment envie de protéger cette espèce, quoi. Peut-être que ces enfants-là, ils auront envie de faire de l'escalade, mais qu'ils se diront on va pas dans ce coin-là parce que cet oiseau qu'on a vu gamin, etc., on n'a pas envie de faire échouer la reproduction. Nous quittons Alexandre et le parc de la Vanoise, direction les Alpes du Sud. Sur des centaines de kilomètres, cette succession de cols et de sommets forme une barrière naturelle que les hommes ont toujours cherché à franchir. De grandes puissances se sont disputées ce territoire pendant des siècles. Au gré des rivalités politiques, des systèmes de défense y sont installés dès le Moyen Âge. Dressés sur leur promontoire naturel ou adossés au relief, des dizaines de sentinelles veillent sur les Alpes. Une véritable ceinture défensive entre la France et l'Italie. Nous arrivons à une centaine de kilomètres de Briançon, à l'aplomb du lac de Serponçon, un site unique, le fort de Saint-Vincent. Construit par Vauban à la fin du XVIIe siècle, il est aujourd'hui la propriété d'une famille de passionnés. Rachel est tombée amoureuse de ce nid d'aigle il y a plus de 10 ans. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai craqué pour cet endroit. C'est cette vue incroyable. Pour moi c'est parfait, on est entre les Alpes du Nord et le Sud, on est un carrefour climatique, on a les avantages des deux. Un peu de neige en hiver pour skier, on a le soleil en été, il y a le lac pour aller nager, la montagne derrière pour aller faire de la rando. Et puis cet endroit perché, quoi, voilà, dominer tout le monde, tout le paysage. Un panorama exceptionnel au prix d'années d'efforts. Lorsqu'Éric et Rachel l'achètent, le fort est en ruine. Depuis, ils consacrent tout leur temps et leurs économies à le reconstruire. Un chantier hors du commun qu'ils entament sans rien connaître aux techniques de restauration. Pour y parvenir, Éric passe même un CAP de maçon. Bon, on va pouvoir décharger. Et avec le temps, le couple s'est forgé une âme de bâtisseur. Aujourd'hui, il s'attaque à ce bâtiment qui abritait 150 soldats au XVIIe siècle. À l'origine, c'était la caserne telle que Vauban l'avait construite. Ensuite, ça a été démoli pour des raisons militaires. Et donc là, on se trouvait, quand on a acheté le fort, on se trouvait dehors ici. Et donc on a reconstruit. Alors c'est pas à l'identique, mais on va retrouver exactement les mêmes volumes, donc la même emprise du bâtiment, et à l'intérieur on aura les mêmes volumes avec les voûtes et donc l'illusion des épaisseurs de murs qu'on a un petit peu modifié, quoi. Pendant des années, ce fort classé monument historique a été laissé à l'abandon. Depuis 13 ans, le couple procède à un véritable sauvetage. Des remparts aux murs de la caserne, ils ont tout refait, comme cet escalier. Toutes ces marches donc, qui constituent l'escalier, là, avaient été descellées. Et comme il y a la citerne juste en face, là, eh bien, elles avaient toutes été lancées dans la citerne. Et donc, en fait, c'est par hasard, enfin, c'est pas par hasard, mais quand j'ai vidé la citerne, il y avait tout un tas de gravats, j'ai retrouvé ces marches. Et donc, j'ai pu refaire l'escalier à partir des marches que j'ai retrouvées. Alors, il en manquait un petit peu, mais relativement peu, quoi, suffisamment pour pouvoir reconstituer ça, quoi. Chaque nouvelle restauration est un travail de fourmi, mais rien ne décourage Éric. Alors là, eh ben, en fait, on a un mur... c'est le mur de la caserne là, qui est assez épais, là, il fait 1,80 m.
Et donc, quand on l'a trouvé, en fait, effondré. C'est-à-dire que le parement était tombé et le mur s'était vidé. On a remis tout en place en refaisant le parement et en remettant, en remplissant, comme c'était fait du temps de Vauban. C'est pas... là, on n'a pas triché, là. On a décidé qu'on prenait le temps et on va le prendre et on y arrivera, je pense. Ce rêve leur demande pourtant des sacrifices au quotidien. Depuis leur arrivée, Éric et Rachel vivent avec leurs 2 enfants dans le logement du commandant, un petit 3 pièces de 45 mètres carrés. C'est pas très grand, donc on passe beaucoup de temps dehors. Et sinon, quand on est dedans, le fait que ce soit petit, ça fait qu'on arrive à chauffer quand même assez facilement en hiver. Et puis voilà, on fait avec ce qu'il y a. Ce lieu étonnant, le couple ne l'a pas découvert par hasard. Saint-Vincent-les-Forts est connu dans le monde entier par les amoureux des grands espaces. Quand il ne travaille pas sur son chantier, Éric est moniteur de parapente. Ben moi, c'est par là que j'ai découvert le fort. Hein. Quand je suis arrivé la première fois ici, c'était pour voler. Donc j'ai passé la journée à voler, survoler le fort en particulier. Et puis le soir, je me suis aperçu qu'il était à vendre. Et c'est le début de l'histoire a commencé comme ça. Aujourd'hui, Éric emmène Sylvestre Garin, l'architecte du patrimoine en charge du fort, pour l'observer du ciel. Non, tu vas juste te tourner face au lac. Voilà, tu recules un petit peu. Les 2 hommes se connaissent depuis longtemps, mais pour Sylvestre, c'est une première. Je suis sûr que je vais revenir avec une autre idée du fort, forcément, parce qu'on le verra autrement. Voilà, ça y est, on a vraiment la vue du dessus là. Ouais, superbe. Donc là, on voit bien l'emprise avec le bâtiment central bien carré. Vauban a bâti le fort sur une crête, à l'emplacement d'un ancien château médiéval. À l'autre bout de l'éperon rocheux, il fait construire cette petite tour de guet pour protéger le fort et verrouiller le dispositif. C'est inattaquable de là. Ah, c'est sûr que là, tu vois, tu as une sorte de surplomb. C'est invulnérable. Là. Et oui, là, de toute façon, la défense, elle est naturelle, ouais. Ce fort servait à barrer la route aux armées ennemies qui venaient du fond de cette vallée. Car à la fin du XVIIe siècle, le duc de Savoie s'oppose à la France et décide d'envahir le Dauphiné. Vauban fortifie alors des points stratégiques des Alpes. À Briançon, il fait construire une 12aine d'édifices qui constituent une véritable barrière. Cet ensemble exceptionnel est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce système défensif est particulièrement ingénieux, avec ses bastions en étoile et ses échauguettes. De petites guérites servant de guet, placées en surplomb d'un rempart. Sur le fort de Saint-Vincent, les échauguettes se sont effondrées. Éric veut montrer à Sylvestre les vestiges de l'une d'elles. Voilà, donc tu vois là, il reste de l'échauguette avec les corbeaux qui ont un peu souffert, mais on voit quand même bien encore la forme qu'elle avait. Hein. C'est assez rare hein, comme type d'ouvrage parce que c'est à la fois une échauguette qui est destinée à voir sur le loin, sur l'horizon, et à la fois pour battre l'ennemi vraiment en dernier recours, quoi. Les trous qui sont entre les corbeaux, les trois pierres là. Ça permettait le tir plongeant, quoi. Voilà, tu tires sur l'ennemi quand il est vraiment à notre place. C'est vraiment le tir de dernier recours.
Ouais, c'était déjà pas grand comme guérite, alors s'il y avait des trous par terre, il savait à peine où mettre les pieds. Là, c'était presque le corps à corps, hein, à la distance. On pouvait presque l'attraper à la lance. Au pied du mur, Éric retrouve les pierres de l'échauguette qui sont tombées. Ça, c'est peut-être un cordon. Hein, ouais, le socle, ouais. C'est-à-dire que les gens avaient leurs pieds là. C'est possible hein, à confirmer, mais c'est quand même assez probable. Voilà. Ah, tu vois, là, il a une accroche. Ouais. Là, il y a un baraudage, là. Ou une louve de levage, peut-être. On vient pincer la pierre comme ça et on la soulève. Ah ouais. Tu vois? Peut-être. Hein. Je suis un vrai gosse, là. Depuis le début, je vis un rêve. Oui, c'est plein de questions, et des réponses de temps en temps, et on échafaude des choses, et c'est... voilà, c'est la satisfaction de la découverte. Quelques jours plus tard, Éric et Rachel abandonnent provisoirement leur chantier pour une étonnante rencontre. En contrebas du fort, le lac de Serponçon. Une retenue d'eau artificielle située à 800 mètres d'altitude. Elle a été réalisée grâce à ce barrage, mis en service en 1961, pour dompter la Durance et limiter les effets de ces crues. Il y a plein de cordages par terre, il faut lever les jambes là. Voilà, super. Sur les bords du lac, Éric et Rachel participent aujourd'hui à un rassemblement insolite de vieux gréments. Ces bateaux de mer ont fait exceptionnellement le voyage depuis la Méditerranée. Ils datent du début du siècle dernier. Ils ont été entièrement restaurés ou reconstruits par des passionnés. Là, il y a des petits bateaux, par exemple, ça c'est des bêtes, comme celle qui a la verte devant. Et ensuite, derrière, il y a une baleinière. Voilà, elle vient de Toulon. Avec ses mains inclinées. Avec ses mains inclinées. C'était des bateaux qui étaient sur des grands navires avant. Et donc, ils servaient à la liaison du navire et de la côte. C'était histoire de venir partager un peu la passion de ces gens-là qui emmènent leur bateau de loin pour venir naviguer sur le lac. Il y a un petit lien patrimoine, c'est pas le même patrimoine, mais c'est, je pense, un peu la même passion quelque part. Si ces passionnés se sont donné rendez-vous ici, c'est parce qu'autrefois, de nombreux bateaux étaient fabriqués à partir des forêts de cette vallée. Jusqu'au XVIIe siècle, ces arbres servaient à construire des navires en Méditerranée. La Durance était alors une voie de transport. Ces bois étaient acheminés sur l'Ubaye ou sur la Durance, assemblés en radeaux. Et les radeliers de la montagne, des Alpes, là, descendaient ces bois via la Durance et le Rhône jusqu'en Arles, voire Marseille, pour la construction des grands bateaux. Les montagnards vont dompter cette rivière capricieuse jusqu'à l'avènement du chemin de fer à la fin du XIXe siècle. Il y a une histoire maritime sous nos latitudes, dans ces massifs alpins, c'est pas tellement évident. Et donc nous, on a souhaité faire remonter un petit peu l'histoire jusque dans nos montagnes. Cet équipage manœuvre une barquette marseillaise qui date de 1953. Ce bateau, qui a été complètement restauré, navigue pour la première fois en altitude. C'est un peu insolite d'être avec notre bateau de marin, un bon bateau marin, sur un lac déjà. Et puis le cadre, hein, quand même, ça. C'est quelque chose d'extraordinaire ici. On navigue comme sur la Méditerranée, comme ce qu'on fait avec un plan d'eau un petit peu plus plat, mais à la montagne, dans un cadre montagnard, c'est magnifique, avec un accueil merveilleux. À la fin de la journée, retour sur le fort. L'heure est à la fête.
Les navigateurs se donnent rendez-vous chez Eric et Rachel. Beaucoup découvrent le fort et son panorama pour la première fois. Il y a combien de temps que vous êtes dans le fort? Eh ben, ça va faire 13 ans maintenant. C'est privé ou c'est à l'État? Enfin, ce fort, Non, c'est ma maison. Et la partie, disons, qui est habitable, elle est petite. L'autre partie était en ruine et on la retape, mais elle n'est pas finie, quoi. André, l'un des organisateurs de la manifestation, est toujours admiratif. C'est quand même extraordinaire. Hein. Déjà, le courage d'Éric et de Rachel, chaque fois qu'on vient, on connaît bien le site, hein, on y est venu plusieurs fois. Mais ça, c'est incroyable, quoi. Moi, j'allais dire, je connais bien le métier. Hein. La taille de pierre et autres, c'est mon métier depuis longtemps. Et là, il faut un courage, une foi, vraiment, une persévérance. C'est extraordinaire. Une étape de plus pour Eric et Rachel qui rêvent d'ouvrir un jour leur fort au grand public. Ça fait partie du patrimoine et que les gens puissent venir ici en profiter, c'est normal. Si on l'a fait, c'est pour y habiter, mais c'est pas pour y habiter seul, c'est pour y habiter et partager l'endroit. Retour dans les alpages à 2100 mètres d'altitude. Nous sommes au début du mois d'octobre. C'est la fin de la saison pour Pierre et les alpagistes qui se préparent à fermer la fromagerie. Ça y est, on range tout? Ça y est, on range tout. Ça, c'est le petit coin agréable de l'été. C'est la musique. On se met un petit peu de musique quand même pendant la fabrication pour être quand même un petit peu au courant de ce qui se passe dans la vallée et puis dans le monde aussi. Et là, on plie. On va l'écouter en bas maintenant. On est content de descendre, mais on est déjà pressé que ça recommence l'année prochaine, en fait. Voilà. Donc on espère être là l'année prochaine et pour pouvoir faire une saison aussi belle que cette année. Les 100 jours viennent de s'achever. C'est la démontagnée. Le troupeau rejoint la vallée pour les mois d'hiver. Et Pierre va retrouver sa famille qu'il n'a presque pas vue depuis le printemps. À mi-chemin, sa femme Anne-Sophie et ses deux plus jeunes enfants viennent à sa rencontre. Pour eux, c'est la fin d'une longue attente. Même si on se voit de temps en temps l'été, c'est enfin un moment où on va être entre nous. C'est-à-dire on va pouvoir discuter entre nous 5 dans la famille. Et puis être secondé aussi. Il y a des moments, ça fait du bien d'être secondé quand même par son mari. Surtout vis-à-vis des enfants. Oh, regarde Fauvette qui c'est qui est là, regarde. L'endroit de papa? Aïe, aïe, aïe. Ça va? Ouais, papa, prends-le, s'il te plaît. Je suis revenu, Tizian. Je suis revenu. Tire les cheveux. Hein? On va être ensemble tous les soirs maintenant. Toute la famille. Hein? Ça va, Naïsou? Ça a été? Bah ouais, ça a été, et toi? T'as pris le choc? Bon, c'était commencé à être long, là. Hein? Où elles sont, les vaches? C'est Paris, là. T'as vu, il y a Paris qui est là. J'ai retrouvé ma femme, mes enfants, et puis ma vallée, donc tout va bien. On y va? On y va, oui. On rentre à la maison? Ouais, on rentre. Vous allez avoir plein de choses à me raconter? Ah oui, alors j'ai plusieurs choses à te raconter. Bien sûr, des papiers, des choses comme ça. Des petits changements à la maison, tu verras. Ah. Pierre est heureux d'avoir retrouvé sa famille, mais il n'est pas au bout de ses émotions. On rentre dans une vallée comme conquérant, mais on est heureux, on a fait nos 100 jours d'alpage, on a fait notre travail, on est fiers de nous. Voilà. Salut. Ça va? Salut Gérard. Salut Francis. Et ça, c'est des moments qui sont... Regardez, il y a ma tante qui nous attend. C'est super. C'est beau, ça. Ça, c'est des moments qui ne se remplacent pas. Salut, Tantine. Alors, vous aviez un rendez-vous ce matin? Ah bon? Ah bon? Ben, c'est pour ça, alors. J'y veux pas venir des montagners.
Ça va, tonton? Salut, Gabi! Pierrot, ça va? J'ai 37 ans et c'est toute ma vie. Je vis ça depuis que je suis tout gamin. Donc ça, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes et vous pouvez rien faire contre ça. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui vit du pastoralisme, qui vit de ces racines qui sont héritées des anciens. Et pourtant, tout le monde est là au bord des routes, à regarder passer les vaches et quelque part, au fond d'eux, à être fiers de ceux qui continuent ce travail. Et forcément, les gens, ils retrouvent leurs racines, même s'ils n'ont plus de vaches à la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'on se doit et qu'on doit être fier d'offrir aux gens. Pierre célèbre la fin de l'alpage chez lui, avec sa famille et ses amis, et c'est toujours le même rituel. La cognée du grand-père, autrefois respectée, traîne dans la poussière. Des outils patinés par la sueur des mains, émouvant souvenir d'un passé révolu. Et si la vie moderne devait trop me blesser, chalet au toit de l'Ose saurait me protéger. Merci, papy. C'est maintenant le début de l'hiver. Nous sommes à Montvalzan, un petit village près de Bourg-Saint-Maurice. En ce petit matin de décembre, pour les moutons, c'est le grand jour. Ces 200 moutons viennent juste de rentrer des alpages et vont rester pendant l'hiver à l'abri. Comme chaque année, ils sont fin prêts à passer entre les mains de Daniel, le tondeur. Tout est question de dextérité pour détacher la toison d'une seule pièce en 1 minute à peine. C'est un plaisir et puis c'est un sport aussi, c'est un peu tout quoi. C'est des super belles sensations. Hein. C'est vachement agréable de travailler dans la matière en fait. Hein. Chaque brebis fournit 2 kilos de laine qui seront utilisés pour un produit d'exception. Dans la région, Jean est le spécialiste de cette matière. Il choisit des toisons à la source pour sa fabrique de tissus. Ce produit-là, qui vient de nos montagnes, et derrière, on va en faire un tissu qui, lui, pour le coup, la matière première est locale, mais le tissu, après, il va aller partout dans le monde. Et ça, c'est bien quoi, de se dire qu'on a des richesses dans nos régions qui nous permettent, et des savoir-faire qui nous permettent après de faire quelque chose de beau. Par exemple, celle-ci, elle est moins intéressante parce qu'elle est plus jaune. Donc, on va prendre plutôt des laines qui tirent sur... on aime bien les laines qui sont plus... voilà. Vous voyez la différence ? Ça, c'est une beaucoup plus belle laine que celle-là. Vous voyez, on a de la consistance dedans, quoi. Et quand la toison est belle, elle se tient tout d'un tenant, en fait. Celle-ci, elle est très belle. Cette laine sera stockée, triée, puis transformée en tissu dans quelques mois. Mais avant, elle doit sécher dans un grenier situé à quelques kilomètres de là. Dans cette maison, on perpétue un savoir-faire typique de Savoie, la fabrication des draps de laine. Nous sommes au Galta, une pièce dans laquelle la laine sèche naturellement, aérée par le maître lainier. Ça marche, Jacques? Oui, ça va. Ouais. Elle est bientôt sèche, là. Ouais, sèche, hein. On va pouvoir
Ça a pas mal séché, on a eu du vent cette semaine. Ouais, ça va bien, surtout avec la chaleur, il n'y a pas pour long. Au niveau de la qualité, tu penses quoi? Elle est bien longue, non? Oui, il y a un peu de tout, hein, ça peut tout mélanger. Hein. Un peu tout mélanger. Elle te paraît pas trop jaune, non? Non, ça va, il y a un peu quelques brins qui sont jaunis, mais bon. C'est un lieu magique parce que c'est souvent tout blanc. On aurait presque envie de se mettre dans la laine et de dormir là. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'isolation, ni au sol, ni sous le toit, pour permettre à l'air de circuler librement. Donc c'est juste le fait que ce soit un grenier aéré qui fait que la laine sèche. On peut bien le jeter complet, comme il est là. Jacques envoie la laine sous le galetas, directement dans la salle des machines. Il est l'unique descendant de la famille qui a créé cette filature en 1817. Jacques est la mémoire des lieux, le seul à connaître les secrets de ces vieilles mécaniques qui cardent et filent la laine. Cette filature est la dernière en France à fabriquer des tissus à partir de toisons de moutons sur des machines classées monuments historiques. Il y a 7 ans, elles ont bien failli s'arrêter. Quand Jean découvre la filature, elle doit être transformée en musée. C'est vrai que j'étais ébahi par ces vieilles machines et encore plus par le fait qu'elles fonctionnaient toujours. Et de me dire que j'étais là pour développer l'aspect muséographique de la filature, non, enfin, ça me paraissait trop dommage. Et c'est vrai que quand j'ai vu toutes ces machines-là en état de fonctionnement, ça faisait un pincement au cœur de se dire bah, si seulement je pouvais les remettre en route un jour, ça serait génial. Voici la machine la plus ancienne, un foulon en bois utilisé pour assouplir le tissu. Ça fait beaucoup de bruit et ça fait plaisir effectivement de voir des machines comme ça qui sont encore en état de fonctionnement. Il faut les bichonner ces machines-là. C'est une machine qui est très ancienne. Les foulons en bois, vous en verrez qu'ici. Voilà, elle date de 1831 cette machine. Pour sauver ce patrimoine, Jean fabrique des tissus sur mesure d'une qualité rare. Aujourd'hui, il reçoit Catherine Navarro, décoratrice à Megève. Comme beaucoup de spécialistes de la décoration, elle a été séduite par cette matière remarquable. Elle vient chercher à la filature des tissus qu'elle ne trouve qu'ici pour l'un de ses clients. Je crois que tu veux quelque chose d'assez contemporain. Oui, très contemporain. Très graphique. Plus graphique, c'est pour ça que j'ai fait une sélection du blanc, de l'écru burel, marron. Donc celui-là, je l'aime bien, avec grands motifs. Il est très écru, donc je pense qu'on a un blanc qui est très clair, c'est pas mal. La couleur est la bonne. La couleur est parfaite. Donc, parce que parfois, c'est un peu trop jaune, c'est ce qui me dérange un peu. C'est pointu, oui, c'est un peu pointu. Là, le fil, il va être bien pour ce tissu-là, parce qu'il a du... Vous voyez, il a du relief, il a du grain. Oui, c'est ça que j'aime bien, parce que justement, ça donne ce côté pas régulier. C'est ça qui lui donne un peu le côté contemporain, où les gens ont presque l'impression d'un fait main. Alors non, c'est un fait artisanalement, mais c'est fait sur une machine. Non, mais il a l'air top. Il est parfait. Très bien, parfait. Moi, j'étais venue il y a 15 ans, et puis personne n'aimait vraiment les tissus laineux. Tout le monde voulait des volants, des bouillonnés. C'était pas des gros tissus lourds. Et puis la mode a changé. Il y a une tendance vers les choses plus modernes. Et puis j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés par cette filature. Et puis je les considère un peu comme mon fils. Et j'ai dit, il faut qu'on lance ce tissu parce qu'il est merveilleux à la montagne. Aujourd'hui, le drap de laine traditionnel a trouvé une seconde jeunesse. Il est même devenu un accessoire de décoration très tendance. À 2 pas de Megève, Jean et Catherine ont rendez-vous avec le propriétaire de ce chalet pour installer stores, rideaux et coussins. Bon, on va voir le rendu de la banquette. Tu vois, ok, super. Le poil là, par contre, il faut bien l'attacher. Sympa, hein. Tout de suite, ça meuble, ça met beaucoup plus de chaleur. C'est vrai que des amis me disaient, oui, Jean-Marie, t'as mis un peu trop de blanc dans ta maison, mais avec les rideaux, les tissus, ça meuble tout de suite, hein. Ça apporte une ambiance tout de suite beaucoup plus chaleureuse.
Toujours. Il est lourd, hein. Chaque rideau a nécessité une dizaine d'heures de confection. Jean pose lui-même ses précieux tissus. Un rideau, ça représente 15 kilos, on dirait entre 20 et 30 moutons. Donc c'est amusant de se dire ça. Il y a de la matière, quoi. Là, on a un tissu extrêmement résistant. Les gens nous demandent, mais comment vous faites? Ben, je sais pas, c'est 200 ans de savoir-faire et des machines, des gestes qui sont toujours les mêmes et on obtient du coup on obtient ce résultat-là. Donc forcément, oui, c'est de la fierté. Sur la terrasse, Jean installe un produit historique de la filature. C'est de la muletière. C'est le tissu le plus épais de la filature. Vous voyez, c'est presque comme du cuir en fait. Si vous regardez sa tranche, tout est coupé en bords francs. Donc c'est un tissu qui est très résistant, complètement imperméable à l'air et à l'eau, très isolant du coup. Et ça s'appelle la muletière parce qu'au départ, on s'en servait pour battre les mules, pour tout ce qui était portage pour monter au refuge. Un tissu aux propriétés si particulières que déjà au XIXe siècle, il était utilisé pour les campements des troupes de Victor-Emmanuel II. Faire l'essai. Me dire que ces tentes-là, auparavant, elles ont abrité le duc de Savoie. C'est intéressant, passionnant de voir que ça vit toujours. Et de génération en génération, on s'adapte et on trouve de nouvelles idées pour une matière qui est, somme toute, intemporelle. Sur les hauteurs, dominant toute la vallée, le Mont Blanc. Un véritable symbole pour les amoureux de la montagne. Un sommet mythique, lieu de tous les rêves et de tous les défis. Le massif du Mont Blanc est le 3e site naturel le plus visité au monde, après les chutes du Niagara au Canada et le mont Fujiyama au Japon. Avec ses 4810 mètres d'altitude, ce sommet légendaire fascine les alpinistes du monde entier. Nous sommes à l'arrivée de la plus haute voie de chemin de fer de France, à 2000 mètres d'altitude. C'est le départ de l'ascension du Mont Blanc. Il est 9 h du matin et plusieurs dizaines d'alpinistes entament la montée. Chaque été, ils sont 15 000 à emprunter cette voie. C'est la voie royale du Mont Blanc. Parmi eux, Jean-Franck, le guide cristallier. C'est bien, on est à la fraîche, là, on est assez tôt. Ouais, là, il fait bon, là. Jean-Franck est accompagné de son fils, Jonathan, guide depuis 1 an. Peut-être plus sur les aiguilles rouges, là-bas. Le sommet du dragon, les courses. Ils emmènent 3 personnes à la conquête du sommet et comptent bien leur faire vivre une aventure exceptionnelle. Bon alors on part pas trop vite, faut garder des réserves. Jean-Franck a emprunté ce chemin une centaine de fois. Et pour cette famille de guides, cette course est toujours particulière. On est à 8-9 heures de marche du sommet du Mont Blanc. C'est toujours une aventure parce qu'on est toujours avec des gens différents, voilà. On va essayer de leur faire profiter. C'est une belle aventure d'une vie d'aller au sommet du Mont Blanc, puis au sommet d'Europe. Donc faut faire ça avec enthousiasme. C'est sur les flancs de ce massif qu'est né le métier de guide de haute montagne il y a un peu plus de 200 ans. Jusqu'au XVIIIe siècle, le Mont Blanc est appelé la montagne maudite. Personne n'ose s'y aventurer. En 1786, Jacques Balmat, guide et cristallier, et le docteur Paccard réussissent l'impensable. La première ascension du Mont Blanc. Cet exploit marque le début de l'alpinisme. Le Mont Blanc et ses glaciers attirent de plus en plus de touristes. Les femmes montent en robe. Un équipement rudimentaire permet de passer les crevasses.
Pour faciliter l'ascension de ce sommet mythique, des cabanes puis des refuges sont construits sur les voies les plus empruntées. Voici le plus haut refuge des Alpes, le refuge du Goûter, à 3817 mètres d'altitude. Ce refuge au bord du vide a été construit par le club alpin français en 1960. C'est ici que Jean-Franck, Jonathan et leurs clients vont arriver dans quelques heures. C'est l'une des étapes incontournables pour l'ascension du Mont Blanc. Thomas et Amélie sont les gardiens de ce lieu hors norme. Ce couple vit ici entre juin et septembre. Ce soir, ils attendent avec impatience le ravitaillement. Mais une mer de nuages empêche l'hélicoptère de monter. On attend l'hélico qui nous amène des boissons. Voilà, notamment de l'eau. Et là, les nuages, c'est en train de regonfler et du coup, on ne sait pas s'il va pouvoir monter ou pas. Je suis en train de monter là. J'espère que ce nuage va se calmer de monter. Ouais, c'est vraiment dégagé de notre côté et toi, t'es dans le mauvais là. Mais là, il y a une petite trouée, il va bien finir par y arriver. La quatrième tentative est la bonne. Rentrez tous là, il n'y a qu'un point de repère. Je ne vais pas rester là. Pour le pilote, c'est un véritable défi, car il doit poser sa charge sur un espace minuscule. Pour rentrer les provisions, une chaîne humaine s'organise. À l'intérieur, c'est le coup de feu. Le refuge compte 80 places, mais 120 personnes vont prendre leur repas. Cuisiner dans ces toutes petites pièces relève de l'exploit. Amélie gère aussi les réservations. Mais ici, les couchages sont pris d'assaut depuis des mois. 1er ou 2 septembre, je pense que c'est complet, mais je vais vérifier. Non, c'est complet. Vous pourrez téléphoner 2 jours avant pour savoir s'il y a des places qui se sont libérées ou éventuellement des personnes qui n'ont pas confirmé leur réservation. Loger tout le monde est un véritable casse-tête. Même quand on est blessé, si on n'a pas réservé, pas moyen de négocier. I know I have the reservation on the floor, but is there any space in the room maybe? I mean, you know, my eyes very bad because of the sun. Because of the sun? Yeah, you wanna show it to you? Yes, please. Oh yeah, it's okay. yeah. You sit down in a place, you keep your sunglasses and you close your eyes. Okay? You can do nothing for me. Yes, it's true. Oh right, okay. Well, anyway, thanks a lot. Yeah, Thank it was you. very nice. Ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui disent qu'ils aient des réservations et en fait ils en ont pas. Ça arrive souvent que les gens qui disent qu'ils aient confirmé les réservations, en fait c'est pas le cas. Il y a des gens qui arrivent avec des faux mails de réservation, voilà. Les places sont chères. Des places chères dans un espace surpeuplé et vétuste. En quelques décennies, le Mont Blanc est devenu un lieu de passage obligé pour de nombreux alpinistes. Faute de place, certains n'hésitent pas à camper à 2 pas du refuge, au risque de détériorer ce site classé. Ce matin, une quinzaine de tentes sont déjà installées. Pour constater ce phénomène, Amélie a fait venir Jean-Marc Payex, le maire de la commune de Saint-Gervais, sur laquelle se trouve le refuge. Il faisait mauvais ce week-end, donc consécutivement au mauvais temps, les tentes avaient été démontées. Et là, il refait beau, il y a un beau créneau de 4-5 jours de beau temps, du coup, c'est l'installation. Là, il est tôt dans l'après-midi, je pense que si on revient ce soir à 19h, il y en aura probablement le double, quoi. C'est vrai que quand on dit aux gens que c'est interdit de bivouaquer ici, ils nous disent oui, on sait.
Ce sont des gens qui sont très irrespectueux des règles, ce sont des gens qui savent pertinemment qu'on n'a pas le droit de camper à cet endroit-là, mais comme aujourd'hui c'est un secret de polichinelle que personne ne dit rien si on campe ici, eh bien ce sont des gens qui sont montés avec leurs tentes. Certains même louent des places dans les tentes. Il y a un business, c'est ce qu'on a à peu près découvert. Au lieu de louer la place en refuge, ils louent la place dans la tente. Et oui, c'est vraiment des vacances à la montagne, quoi, 3842 mètres. Pour améliorer l'accueil des alpinistes, un nouveau refuge ouvrira bientôt ses portes à quelques encablures du bâtiment actuel. C'est le nouveau refuge du Goutet, géré par le club alpin français. Un chantier extraordinaire, car c'est le plus haut d'Europe. Ce bâtiment hors du commun repose sur une plateforme surplombant 1500 mètres de vide. Sa structure en bois sera couverte de panneaux solaires. Et voilà à quoi il ressemblera dans quelques mois. Ce sera le premier édifice écologique à près de 4000 mètres d'altitude. Tous les éléments de la structure sont fabriqués dans la vallée et montés par hélicoptère. Sur le chantier, les charpentiers n'ont que très peu de temps pour assembler chaque étage. Une véritable performance, car à cette altitude, la température est toujours en dessous de zéro et les vents peuvent atteindre les 250 km/h. L'oxygène est plus rare, les mouvements plus lents et les maux de tête fréquents. On a beaucoup de problèmes pour respirer, à trouver son acclimatation et puis à force on arrive à trouver un rythme de croisière, comme on peut dire. En fin d'après-midi, Jean-Franck, Jonathan et leurs clients arrivent à leur tour juste en dessous du refuge du Goutet, sur un terrain chaotique et dangereux. Pas comme c'est impeccable là, un peu. Ah ouais. Alors là, on se trouve une cinquantaine de mètres sous le refuge du Goutet. Donc on vient de faire quand même combien, 5 heures, 5h30 de marche là, de montée. Tu vois, le refuge du Goutet, là pour monter, c'est tout cet éperon rocheux. Dans ce genre d'endroit, vous avez vu à côté de la trace, c'est vraiment un éboulis et donc il y a vraiment un gros risque d'envoyer des pierres sur les autres personnes qui sont en contrebas. Là, si on envoie une pierre, on peut tuer quelqu'un dessous. Sans la présence de Jean-Franck, Jacques n'aurait jamais tenté l'aventure. À 60 ans, cet habitué de la montagne atteint cette altitude pour la première fois. Ah, Jacques, ça va, ça va. On sent bien l'altitude là, hein? Eh oui. Le souffle court là. J'y pensais depuis très très longtemps et l'occasion s'est présentée là. Et c'est super, enfin, je suis très content. C'est l'aventure de la haute montagne, de la très haute montagne. Alors là, rien que pour ça, c'est stressant, c'est super. Enfin, c'est super d'en arriver là déjà. Quand on commence à voir le refuge en gros plan, là, c'est bon. Ça sent l'écurie. Pour Paul, qui grimpe en cordée avec Jonathan, c'est également une grande première. Bon, faites bien attention aux échardes dans le câble. Le Mont Blanc, c'est un peu le rêve d'une vie, parce que je suis du Nord et on entend parler beaucoup. Et depuis que je suis venu vivre ici, je tourne autour et puis de venir avec quelqu'un qui m'apprend un peu l'alpinisme et qui me fait découvrir la montagne, le temps de la mer. Et c'est vraiment un milieu à part et un milieu magnifique. Et je pense que ça fait rêver beaucoup de monde et je suis vraiment ému aujourd'hui d'être là et puis heureux. C'est un rêve d'enfance. Il faut le vivre une fois et pour comprendre ce que c'est. Là, on y est. Il vous paye. Allez, à l'omelette. Le lien de la cordée. Ah, ça va Jacques, regarde, on arrive. Eh ben voilà, on est arrivé. Ça y est. Ouf. 3817 mètres, les amis.
Prenez une paire de chaussons, c'est marqué, la pointure elle est marquée derrière les chaussons. Ah. On va mettre les affaires dans un cajot, il y a des cajots qui traînent. Voilà, salut. Salut. Ah. Ça va? Ouais, bien. Ça a été? Alors, on est 5 comme prévu. D'accord, 5. 2 guides et 3 personnes. C'est plein ce soir, sûrement? Ouais, c'est complet, Hein? ouais. Comme d'habitude. Quelques-uns qui vont dormir Ouais, en plus, sous les tables. Sous les tables. Ouais. Dîner à 18h et petit-déj à 3h. Eh ben, génial. 21h, dans le refuge, tout est calme. Car demain, c'est le grand jour. Messieurs, dames, bonjour, il est 2h moins 10, c'est l'heure du petit déjeuner. Au beau milieu de la nuit, Bonjour, il est 2h moins 10, c'est l'heure du petit déjeuner. Breakfast time. les gardiens jouent les réveils matins Monsieur, dans les dortoirs, réveillez. puis dans le réfectoire. Je suis désolé, c'est l'heure. Comme à chaque fois, les 30 personnes qui n'avaient pas réservé dorment sous les tables ou par terre. Et parmi elles, Merci. quelques-unes ont le réveil difficile. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous réveiller, monsieur là? Monsieur, pardon. C'est l'heure. Il faut vous lever. Voilà, il faut vous lever. Il faut vous lever maintenant. Voilà. Il faut vous lever maintenant, ok? Merci. Et merci de libérer la place aux personnes assez vite. On est en train d'essayer de demander aux gens depuis un quart d'heure de sortir du réfectoire pour laisser la place aux gens qui ont réservé et qui vont prendre leur petit déjeuner. Et c'est plus ou moins long selon les personnes. Voilà. Donc là, c'est un peu long. Alors on essaye de faire en sorte que ça accélère un peu. Voilà. Allez, allez, allez! On s'énerve. You have a breakfast? Okay, so you take your things and you get out. You have 5 minutes now, okay? You are very late, okay? So please, you hurry. Une fermeté nécessaire, car les gardiens n'ont que quelques minutes pour installer le petit déjeuner pour une centaine d'alpinistes. Go out. Ok? Et comme souvent, une mauvaise surprise les attend. Alors, en plus, ils nous ont bougé le banc. Donc ça, c'est une poubelle cachée. Voilà, ici, c'est ça. Le refuge du goûter, c'est ça. Voilà. Le refuge du goûter, c'est la poubelle. C'est votre poubelle? This is your things? Yeah. Yeah? So you take it with you, okay? Yeah, sure, but This was just... You didn't have the intention to take it we with did. you. Our backpack No. was there too. I don't think so. Yeah, I think so. Yes, yes. Voilà, il y en a une deuxième dessous. Tu prends la deuxième, regarde. La deuxième qui est cachée. Tu l'as pas vue? Moi, je l'ai vue, Yeah. regarde. Celle-là. I saw it. Tiens. C'est intentionnel, ouais. Ouais. C'est comme ça tous les jours et il y a environ 30 kilos de poubelles cachées dans ce refuge tous les jours. Ça nous énerve parce que les gens ils sont dans le refuge, donc déjà ils pourraient nous demander. Et s'ils nous demandaient, on pourrait leur expliquer que voilà, en montagne, chacun se gère et chacun gère aussi ses déchets. Dans le couloir, c'est l'embouteillage. À la lumière des lampes frontales, les alpinistes peinent à remettre la main sur leur matériel. Sur la terrasse, on joue des coudes pour chausser ses crampons. Jean-Franck, Jonathan et leurs clients sont sur le départ. T'allais bien les mettre les crampons, ouais? Oui, oui. Bah, enfiler là-dessous. Voilà. Tiens, t'as mis tes crampons à l'envers, Alex. Mais en réalité, personne n'a vraiment dormi. J'ai passé une des grandes nuits dans l'histoire de l'alpinisme. Quand même, le gars, il ronflait tellement fort qu'on lui a lancé 3 fois un coussin dessus. Il s'est pas réveillé. Malgré la fatigue, il reste confiant. Bon, le corps va bien, la tête va bien, l'équipe va bien, donc je vois pas pourquoi ça raterait. Voilà. Eh ben, c'est parti. Eh ben, allez.
C'est parti pour une marche dans l'obscurité la plus totale. Mais ce matin, je trouve qu'il fait pas froid. Hein. Ah, ça fait du bien de retrouver l'air pur des montagnes. Ah oui. Hein. Au début, il y a un long parcours horizontal, tu verras. Ça permet juste de s'échauffer. Pas trop difficile, pas trop essoufflant. On sent pas trop l'altitude. Bon, voilà, juste, vous regardez bien vos pieds. C'est incroyable. Hein. On y va. On a juste à suivre les lampes. C'est tous les gens qui sont partis avant nous, là, qui font l'ascension du Mont Blanc. C'est toujours assez spectaculaire la nuit, ouais. En plus, on a les lumières de Chamonix, là, sur la gauche. On domine toute la région, déjà, là. Arrivée prévue dans environ 5 heures. Trois heures plus tard, le jour irradie la voie royale du Mont Blanc. Dans la lumière, là, regarde ça. Magnifique. Regarde-moi ça. Le refuge Vallot. Hein, l'abri en cas de mauvais temps et de vent. On ne va même pas y aller aujourd'hui. Hein. On est trop bien là. Ah oui, là, il fait trop bien. C'est qu'on a une chance extraordinaire parce que de ne pas avoir de vent à 4300 mètres comme ça, c'est incroyable. Et là, on aborde la belle partie de l'ascension du Mont Blanc. C'est plus aérien, sur une arête, entre la France et l'Italie. Puis on sent le sommet arriver progressivement, donc c'est plus intéressant. Ils ne sont plus qu'à 500 mètres du toit de l'Europe. Pour les moins expérimentés, la fatigue commence à se faire sentir. D'être aussi près du but, puis une aussi belle journée, je pense qu'on j'aurais pas l'occasion plusieurs fois dans ma vie de le faire. Donc après, le moral passera au-dessus de la fatigue et on verra la fatigue après, on le gérera après. Le plus dur reste à faire, car la pente va devenir plus raide. Jean-Franck prodigue ses conseils. Après, ça va monter. Hein. On va arriver sur la première bosse. Bosse du dromadaire. Et il y en a combien de bosses comme ça? Hein? Il y en a combien de bosses? 2. À cette altitude, les alpinistes respirent plus difficilement. Ils doivent pourtant tenir la cadence. Chacun puise dans ses réserves pour éviter de craquer. Chaque pas est une souffrance. Allez, 4809, 50. Ah, c'est les plus durs, là. Les 50 cm, c'est les plus 60. durs. Encore 30 cm en dénivelé. Ah, c'est les plus Je crois durs. qu'on va y arriver. Je crois qu'on va le faire. Quel panorama. Ah, Jacques, ça y est, c'est Quel bon. panorama. C'est toujours étonnant, hein, d'un coup. Ouais. On a tout le long une grande paroi devant nous et là, 360 degrés. 360 degrés de vue Voilà. générale. Bravo! Super. Ouais. Merci, mon guide. Merci. Ah, mon guide. c'est bon ça! Bien, bien, bien! Ah, merci. Félicitations! Merci. Merci. Félicitations, super. Premier Mont Blanc avec le verre aussi. Génial. C'est bon, ça. Génial, génial. Splendide! Yes, Hugo. Merci Jean-Franck. Eh ben, écoute, merci à toi. Merci. un Merci grand beaucoup. moment. C'est un grand moment. Ouais. Là, on voit l'Argentera, le Mont Viso, c'est quoi, 50 km à 80 km de Nice.
jusque pratiquement au Ballon d'Alsace, le nord du Jura, le Ballon d'Alsace, toutes les Alpes suisses, les grands sommets de l'Oberland, le Valais, le Cervin, les Monts Roses. Vu le ciel est grand là, hein, comme au milieu de l'Atlantique. Il n'y a plus aucune montagne, il n'y a plus rien qui nous gêne. C'est vraiment sublime, c'est plus beau, je sais pas, il n'y a pas de mots, tellement c'est beau. Mais alors, arrivé au-dessus, toute la fatigue s'en va, et là on se sent en pleine forme. C'est un autre monde, là. C'est vraiment ce que j'étais venu rechercher, quoi. Je pense pas qu'il y a un endroit au monde où on peut vivve ça. C'est... Non, magique. Magique.